Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne LSDMV pour ce nouvel épisode de Looking for Pépite, que je vous présenterai en solo aujourd'hui. Et oui, l'ami Rémi ne sera pas des nôtres. Bon, rien de grave, au contraire. Le bonhomme est pas mal occupé entre le visionnage de films qu'il a à faire à la fois pour son émission sur Star Trek et aussi pour l'émission Plongée dans le Noir, plus ses cours d'escrime. Le bonhomme n'arrête pas, il m'a d'ailleurs dit c'est devenu un cycle non-stop. On va pas le plaindre non plus. Mais voilà, c'est vrai que j'ai cette chance, et vous aussi, de pouvoir avoir Rémi au niveau de l'émission. C'est un gars qui est super intéressant, qui a une façon d'aborder les choses de façon totalement naturelle. Il a plein d'infos et voilà, j'envie sa façon de pouvoir s'exprimer et son naturel. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte, et je vais essayer de faire au mieux pour rendre cet épisode agréable. Et puis voilà, Rémi, si tu nous écoutes, eh bien, je te dis à très vite. Pour nous aujourd'hui, eh bien, je vais revenir notamment sur des films. Eh bien oui, des films. Bon, pour expliquer le fonctionnement de Looking for Pépite, on vous présente surtout nos découvertes culturelles du mois. Donc là, vu que l'épisode précédent n'avait pas été fait depuis un petit moment, là j'ai essayé de faire un tri pour que l'épisode ne soit pas trop long. Je le présente sous forme de 3 parties. Donc une première où je reviens en détail sur les œuvres, mais sur lesquelles j'ai pas mal de choses à dire, où j'ai des choses, on va dire, à détailler. La seconde partie, là je vais plus à l'essentiel, voilà, de façon très synthétique, toujours sur des découvertes. Et la troisième partie, c'est plus des redécouvertes. Donc voilà, des œuvres que j'avais vues il y a quelques temps, ou beaucoup plus jeune, et que je redécouvre avec mon regard de mec maintenant de 32 piges. Et pour vous dire, en effet, peut-être par rapport à mon vécu, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Est-ce que c'est toujours pareil? Ou au contraire, est-ce que je suis déçu d'avoir revu ces œuvres-là? Et voilà, en vous donnant, bien entendu, l'envie de découvrir ces œuvres ou de les revoir, et voilà, susciter en tout cas une curiosité et de vous faire votre propre avis. Mais écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par la première partie. Let's go! Pour cette première œuvre, j'ai décidé de vous parler d'Assurance sur la mort, Double Indemnity dans son titre original, réalisé par Billy Wilder, réalisateur que vous pouvez connaître sûrement pour Boulevard du Crépuscule, 7 ans de réflexion et Certains l'aiment chaud. Voilà, le film est sorti en 1946 dans le genre polar. Alors de quoi ça parle? Le film va suivre Walter Neff, un employé d'une compagnie d'assurance qui va tomber amoureux de la femme d'un de ses clients. Voilà, cette femme, c'est Phyllis Dietrichson, qu'il va réussir à convaincre d'échafauder avec elle un plan pour supprimer son mari encombrant et violent et ainsi partager l'assurance vie qu'il vient de lui souscrire. Voilà, et qui serait doublée en cas de mort accidentelle. Cependant, il faudra que Walter soit vigilant car son collègue Barton Keyes est un fin limier qui enquête sur les fraudes à l'assurance, voilà, dans la même compagnie que lui. Ils sont très amis et voilà, il pourrait mettre en difficulté notre ami Walter s'il réussissait à trouver le moindre indice pouvant directement l'incriminer et ainsi mettre fin à ce plan parfait. Alors pourquoi je l'ai choisi? Je crois que déjà, alors c'est un Blu-ray que j'avais dans ma collection. Je crois l'avoir en fait eu sur une commande que j'avais fait sur un même vendeur, et puis forcément vu que plus t'achètes de produits, plus les frais de port sont intéressants. Voilà, j'avais vu que c'était du Billy Wilder et j'avais dû me lancer, sans trop savoir de quoi ça parlait. Mais Billy Wilder, c'est un réalisateur que j'avais connu assez jeune, sur ma période lycée. Voilà, j'étais pas encore fan de cinéma à cette période-là, où je le voyais, mais avec un regard assez lointain. Et en fait, une de nos profs de français de lycée nous avait fait aller au cinéma voir Certains l'aiment chaud. Et ça a été un de mes premiers coups de cœur de films en noir et blanc. J'avais toujours, on va dire, un peu cette image cliché de films d'époque, voilà, trop ancien, qui peut être un peu barbant, ennuyant. Et en fait, j'avais adoré, surtout que, bon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Certains l'aiment chaud, mais on va suivre en fait
de deux potes qui vont tomber en fait sur un meurtre commis par une mafia locale et qui vont décider en fait pour fuir la ville, mais de se déguiser en femme et rejoindre un groupe de jazz sur lesquels elles font une tournée et où une des chanteuses est jouée par Marilyn Monroe, donc femme fatale, et dont un des personnages principaux va tomber amoureux. Et c'est vrai que moi ça m'avait surpris parce que pour l'époque, déjà au niveau du sujet, voilà, des mecs qui se travestissent, on parle de filles qui boivent de l'alcool et tout ça, il y a un côté très sensuel, voire sexuel, et d'ailleurs dans le titre, Certain Lame Show, on parle de jazz au départ, mais il y a le sous-entendu aussi de Marilyn Monroe. Donc voilà, c'était un film qui m'avait pas laissé indifférent et qui est resté un long moment dans ma tête et qui l'est toujours. Et je trouvais Billy Wilder super intéressant pour ça, ce qui fait que voilà, de façon naturelle, quand j'ai vu que un film était proposé par ce vendeur de ce réalisateur, j'ai sauté sur l'occasion. Pour ce qui est de mon avis, alors de façon générale, j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord, un des points sur lesquels je veux mettre l'accent, c'est sur les dialogues. Je trouve que dans le ton, la diction, mais aussi dans ce qu'ils disent, la façon de draguer, la façon dont ils ont de se clasher, voilà, la, la répartie est très très bien faite. Il y a aussi des scènes avec énormément de tension. Le scénario fonctionne très bien, il est cohérent et s'appuie sur de bons personnages, voilà, qui sont aussi joués par de très bons acteurs. Donc comme je le disais, Walter Neff, le personnage principal de l'assureur, il est joué par Fred McMurray, pardon. Il y a donc l'actrice Barbara Stanwyck qui joue donc le rôle de Phyllis Dietrichson. Et on a aussi donc le personnage de Barton Keys qui est joué par Edward J. Robinson, et dont je me suis rendu compte après visionnage qu'il avait joué dans Soleil Vert. Voilà, il joue le personnage du colocataire âgé du personnage principal, et je trouve que dans le film, le mec, voilà, il a une façon de parler, comme je disais, dans la diction, qui est très 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 bonne, et je trouve qu'il est vraiment au-dessus des autres personnages, en tout cas des autres acteurs dans sa technique. Pour ce qui est du film, c'est un film noir d'après-guerre, c'est-à-dire qu'il se veut plus réaliste et plus sombre. Il est sorti fin de guerre et pas d'après-guerre, mais c'est quelque chose qui se faisait très peu avant. C'est un style de film qui est tiré des romans pulp de l'époque, qui étaient souvent des séries B, voilà, qui étaient bien plus sombres car on suivait des anti-héros qui étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ici, on se met vraiment du côté des tueurs et des personnages détestables. Alors donc l'assureur, comme je disais, qui est celui qui va manigancer le meurtre, dans le côté technique, vu qu'il connaît très bien ce domaine. On a ensuite la femme fatale qui est prête à tout et qui manipule aussi tout son entourage. Et le mari violent et infect. Ce qui fait que dans cette galerie de personnages principaux, tu peux pas te retrouver forcément, ou en tout cas avoir de l'empathie pour eux, et ce qui aurait pu être une difficulté dans le film. Et pourtant, tout ça fonctionne. Parce que les personnages qui ont un bon fond, ils sont très rares, mais ils vont marquer par leur pureté vraiment cette différence avec ces antagonistes, notamment l'expert Barton Keys, comme je disais, mais on a aussi la fille du mari, voilà, qui va être assassinée, voilà, et sa fille qui cherche juste en fait à comprendre et à connaître la vérité, et qui a vraiment une sorte de pureté, et qui fait vraiment différence avec voilà, les autres personnages qui sont à l'écran. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les films de cette époque, on entendait polar. Alors en film américain, il y avait par exemple Jack Turner qui avait fait Out of the Past en 1947. On avait aussi Howard Hanks qui avait fait The Big Sleep en 1946. Du côté de la France, on avait eu Quai des Orfèvres en 1947 d'Henri-Georges Clouzot, ou encore Touche pas au Grisby, ça c'était un peu plus tard, en 1954, qui a été fait par Jacques Baker, mais qui se veut dans ces tons-là. Moi j'ai beaucoup apprécié ce style de film noir, et qui était tout nouveau à cette époque et qui a marqué le public. Et je dis ça parce que sa force, même aujourd'hui, c'est que moi j'ai pu ressentir que le film avait quelque chose de différent pour l'époque et qu'il allait en contre-courant, encore maintenant. Cependant, j'avais eu en plus quelques craintes au tout début, car la première séquence, elle est en réalité la fin du film. C'est-à-dire qu'on voit le personnage principal se rendre blessé à son bureau et confesser dans un appareil, voilà, une sorte de téléphone, le crime qu'il a commis. Justement, il en parle à son collègue Barton, voilà, sous forme d'enregistrement audio. Et on sait donc que cela va mal se passer, et il faut que le film soit solide dans son écriture, ses personnages, sa réalisation et son montage, pour réussir quand même à nous tenir en haleine. Et c'est le cas. Tout à l'heure, je disais, au niveau des dialogues, il y a la relation entre Walter et Barton,
qui, par ses dialogues et aussi dans leur relation, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour et de respect, et qui ne se rate pas quand même pour se tacler. Je trouve que le duo aussi est une très grande force du film, sans que pour autant rien ne m'ait fasciné ou sauté aux yeux sur la réalisation. Il faut cependant savoir que le directeur de la photo, c'est John Seitz, j'espère que je prononce bien, qui apporte quand même quelques beaux jeux de lumière pour ce film en noir et blanc. Notamment, il y a une scène à laquelle je pense et que j'avais noté qui se passe dans la pénombre. On a une lumière en fait qui va passer à travers des stores et faire apparaître de la poussière en suspension, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Il avait déjà collaboré avec Billy Wilder d'ailleurs sur Boulevard du Crépuscule. Par contre, ce film, je ne pourrais pas vous en parler en détail vu que je ne l'ai pas encore vu, mais il est sur ma liste, je vous rassure. Et malgré le fait que je dise que la réalisation est pas forcément exceptionnelle, il y a quand même des idées de mise en scène que je trouve super intéressantes. Il y a notamment le meurtre le meurtre donc du mari violent qui est suggéré et qui n'est pas montré. Alors il se passe en fait à un moment où sa femme conduit, donc lui il est passager à côté d'elle à l'avant, et l'assureur en fait se situe dans le siège arrière, et donc il va l'étrangler et le tuer. Et en fait, au lieu de montrer ce meurtre, on filme en gros plan donc le visage de sa femme qui continue à conduire alors qu'elle se trouve à côté de lui, et on voit à la fois en fait ce regard effrayé et aussi déterminé, en même temps un peu heureux. Et je trouve que l'actrice le gère super bien parce que ça se joue en quelques secondes, et tu ressens en fait ces ressentis qu'elle peut avoir, et là chapeau. J'ai même ressenti même un peu de Hitchcock dans cette histoire dans cette histoire policière de meurtre, aussi dans ses antagonistes, et aussi du côté de la coiffure, notamment de l'actrice principale. Voilà, Alfred Hitchcock d'ailleurs avait fait un commentaire après le visionnage du film de Billy Wilder. Il avait dit: depuis Double Indemnity, les deux mots les plus importants à Hollywood sont Billy Wilder. Ce film, il est tiré d'un roman, mais plus d'une nouvelle qui avait été écrite en 1938 par James McCain, qui était aussi l'auteur du roman Le facteur sonne toujours deux fois, qui a aussi été adapté au cinéma. D'ailleurs, Billy Wilder, c'est aussi un grand scénariste. Pour ce film, il a coécrit avec Chandler Raymond, son premier boulot au cinéma pour Chandler, et ça a été un enfer entre les deux, car ils avaient une personnalité très opposée. Wilder était quelqu'un de très extraverti. Pour ce qui est, c'est vrai que je peux vous en parler un peu plus en détail. Je disais Barbara Stanwyck, qui a le rôle de Phyllis Dietrichson, donc qui est une super actrice. Elle avait une perruque pour son tournage dans le film, afin de lui donner un côté vulgaire pour l'époque. Et en effet, il faut savoir que ce type de personnage féminin était déplacé sur cette période-là. Si vous regardez le film, en fait, dans son style, ses tenues, le fait d'être une criminelle, c'était pas quelque chose qui était autant marqué sur ce type de personnage-là. Il y a une scène mémorable, je trouve aussi, qui la met super bien en valeur, et qui confirme en fait ce style de femme fatale. En fait, c'est sa présentation, sa découverte par le personnage de la science lorsqu'elle se situe en fait dans la maison en haut des escaliers. Et elle est habillée en fait d'une simple serviette de bain, et vous verrez, elle est magnifique, et à la fois il y a un côté très fort qui se dégage directement, et qui fait mouche. Pour ce qui est de sa sortie, les retours avaient été très bons au niveau des critiques. Il y a une super anecdote, c'est que le film a été présent dans plein de catégories aux Oscars. Cependant, Paramount, qui produit ce film, avait produit un autre film cette année-là, c'est La route semée d'étoiles de Leo McCarey, qui a tout raflé, alors que le film apparemment est très banal. Et le meilleur réalisateur a été remporté par ce mec, Leo McCarey. Et il se trouve que Wilder était tellement dépité qu'il n'a pas pu s'empêcher de lui faire un croche-patte lorsque ce dernier allait récupérer la statuette. Et il semble que ce soit vraiment vrai, ce qui paraît fou quand même qui pourrait l'être maintenant et qui paraît fou pour l'époque. Donc voilà, très très bon film. Je vous le recommande. Je pense pas que j'irai jusqu'à Pépite, mais en tout cas comme je disais, c'est un film qui a pas vieilli, qui a une super esthétique au niveau du noir et blanc, et Billy Wilder est un réalisateur à découvrir, et je vous recommande cette œuvre-là. On reste sur la première partie, avec un dernier film dont je voulais parler en détail. Donc là encore, je précise une découverte. Il s'agit de Twin Peaks Fire Walk With Me, sorti en 1992, réalisé par David Lynch, dans un genre, on va dire, policier, thriller fantastique. Donc de quoi ça parle, pour les deux du fond qui ne savent pas de qu'est-ce que Twin Peaks? Eh bien, c'est le préquel de la série. Donc le film va revenir sur les 7 derniers jours de la vie de Laura Palmer,
avant qu'elle ne soit assassinée et que la série ne débute. Alors pourquoi je l'ai choisi? Eh bien je suis en pleine découverte et redécouverte de la filmo de Lynch depuis son décès. Moi, j'avais déjà pu aborder rapidement dans l'émission, et c'était l'épisode 2 de Looking for Pepite, j'avais parlé d'Inland Empire, que j'avais apprécié, mais j'avais du mal à pouvoir exprimer mon ressenti tant le film est... alors je ne sais pas si le terme exact est conceptuel, mais en tout cas abstrait. Et j'avais à cœur de continuer mes visionnages, mais aussi de trouver les Blu-ray de ces films afin de les avoir en collection. Parce que je me rends compte que Lynch doit être, je pense qu'il est facile dans le top 5, voire top 3 de mes réalisateurs. Chaque film, c'est un voyage, mais encore plus une évasion. J'adhère totalement aux règles de ces univers, à cette angoisse qui réussit à refaire sortir du quotidien. Bon, on va reparler pour Twin Peaks, mais voilà, je suis très content d'être dans une génération en tout cas où je peux découvrir Lynch et en tout cas accéder facilement à ces films. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est pas aussi simple de. Je dis c'est facile, notre génération actuelle, mais non, pas tant que ça, parce que c'est pas simple de les trouver à prix correct. Mais récemment, il y a eu des nouveaux coffrets qui sont sortis, qui ont fait leur apparition. Et j'ai ainsi pu commander, voilà, entre autres Twin Peaks Firewalk With Me, que je n'avais jamais vu. Voilà, j'ai pu racheter Sailor et Lula, qui était pas trop cher non plus. Il y a un autre film de Lynch dont je vais vous parler tout à l'heure, mais moins en détail. Mais voilà, pour vous replacer peut-être le contexte de comment je connais peut-être déjà l'univers Twin Peaks. Alors, j'avais adoré la saison 1 et 2, que j'avais découvert sur le tard, voilà, en 2018, donc j'avais 26 ans, mais qui tombait plutôt bien, puisque j'avais pu aligner avec la saison 3, voilà, qui était sortie en fait un an avant mon début de visionnage de la saison 1 et 2, alors que les spectateurs de l'époque, voilà, avaient dû attendre réellement 26 ans après la fin de la deuxième saison pour voir la saison finale en tout cas de Twin Peaks. Et alors en effet la question est de savoir pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour visionner le film de 1992 alors que j'avais adoré la saison 1 et 2 et que j'avais aligné avec la 3. Eh bien parce que tout d'abord, et il y a deux éléments. Le premier, c'était la crainte que le film ne soit pas à la hauteur de la série, qui forcément pouvait prendre davantage le temps d'introduire son univers, ses personnages, ses enjeux, etc. Et le deuxième point, c'est que en fait, j'avais des préjugés, c'est-à-dire que j'avais une idée préconçue de ce que serait la qualité de ce film, puisque c'est un préquel à la série. Donc quel intérêt de découvrir un film dont on sait déjà le dénouement. Mais je pense que ma vision critique du préquel, elle vient peut-être de notre génération, voilà, d'être habitué à ces revisites de sagas comme l'ont été le Hobbit, les Animaux Fantastiques, un peu la saga Alien avec notamment Alien Romulus qui se veut une sorte de revisite et de best-of des 4 premiers films et mais aussi bien entendu de Prometheus et le dernier Alien qu'a fait Ridley Scott. Mais voilà, sans apporter, on va dire, quelque chose de neuf. Et j'ai cette impression en fait que l'enjeu est avant tout de profiter d'un marché, d'une demande et d'y répondre pour faire un maximum de bénéfices. On sent forcément qu'un cahier des charges est à remplir avec tel nombre de références, tel trait de personnage, telle thématique sociale à aborder ou ne pas aborder pour ne froisser personne, sans à un moment en fait avoir pensé à la plus-value artistique que cela pourrait apporter. Bref, je m'égare, mais l'idée était ici de vous expliquer que j'avais voilà, des freins sur l'intérêt d'un préquel. Et très heureux de constater que je me suis bien planté et qu'encore une fois, voilà, le cinéma de Lynch fonctionne à merveille sur moi. Ici, la force du film, c'est de jouer sur l'ironie dramatique. Voilà, on sait pertinemment le sort de Laura Palmer. Le titre français le souligne encore plus. Et le film ne va pas y aller avec des pincettes pour nous montrer en détail ce qui lui est arrivé. Et c'est toute sa force. Cependant, le film ne va pas nous l'introduire directement puisque l'ouverture sert plutôt à servir de transition entre le format série et le film. Elle est d'ailleurs assez brutale puisqu'on détruit une télévision pour couper court dès le départ. Nous ne sommes plus dans une série télévisée mais bien au cinéma. Et la violence et les cris qui introduisent les premières secondes sont clairs. Voilà, vous connaissez l'univers Twin Peaks. Il n'est plus nécessaire de vous mentir, on va plonger directement dans les ténèbres. Et vient ensuite une première partie de film étonnante puisqu'elle démarre sur une intrigue qui sera divergente de celle de Laura, dans le sens où nous allons suivre l'enquête d'un meurtre, celui de Teresa Banks, se déroulant 1 an avant la mort de Laura. Et le meurtre a cependant un lien important avec l'intrigue de Laura et permet d'introduire aussi les éléments fantastiques de Twin Peaks, mais on abandonnera l'enquêteur principal, l'agent Chester Desmond, qui est joué par Chris Isaak, le chanteur, ouais, pour retrouver ensuite l'agent Dale Cooper, donc Kyle MacLachlan, que l'on connaît donc davantage, qui est un acteur fétiche aussi de Lynch, ce qui peut casser en fait le rythme lancé sur cette première enquête.
Quand on prend du recul, et si vous avez connaissance un peu de la filmo de Lynch, c'est un style dont il a l'habitude, celui de retourner l'intrigue en milieu de film, ou en tout cas de partir sur une histoire parallèle ou différente, comme par exemple Lost Highway, Mulholland Drive, ou encore Inland Empire que j'abordais précédemment. Sans trop détailler le reste de l'histoire, donc l'arrivée de Laura Palmer jouée par Cheryl Lee va apporter un nouvel élan au film. C'est aussi bien le personnage de Laura que son actrice qui va porter le film et être son étendard. On a une fille de bonne famille, populaire, sublime et chaleureuse, et qui va être présentée à l'écran pour la première fois de son vivant et nous apparaître comme l'idéal qu'on s'en faisait dans la série, et qu'on avait pu apercevoir, mais que en tant que personnage mort, voilà, dans l'au-delà. Et durant la série, elle nous avait semblé quand même comme présente physiquement, hein. L'enquête lui était consacrée, mais plus que ça, elle faisait partie intégrante de chaque personne à Twin Peaks. Et son souvenir était tellement récent et vif qu'on pouvait comme la toucher, la sentir parmi nous, mais seulement comme une présence. Car c'est surtout le poids de sa perte et donc de son absence qu'on nous fait ressentir, nous rendant encore plus impatients de la découvrir réellement. Et ici on la découvre enfin vivante en interaction avec les autres, et c'est une bouffée d'air frais que même nous, spectateurs, ressentons. D'où l'importance d'avoir vu la série avant le film. Mais rapidement, cette apparence va se fissurer et montrer ses failles. On va avoir alors une tragédie ne pouvant que constater sa descente aux enfers. Laura plonge dans la drogue, la prostitution, la folie, et personne ne sera capable de la sauver. Laura pourra seulement essayer de protéger les autres de sa personne en les rejetant, en les fuyant, rendant le drame encore plus fort. Et je ne crois jamais avoir autant ressenti l'envie qu'un personnage meure rapidement. Sauf que ce que j'éprouve, ce n'est pas dû à la haine envers son personnage, mais justement à de l'empathie. J'avais envie qu'elle meure afin de mettre un terme à ses souffrances. C'est vraiment terrible de dire ça, mais dans chaque scène, tu éprouves ces douleurs, sauf qu'elles ne font que s'amplifier pour atteindre des niveaux terribles. On va parler de viol, d'inceste, avec aucun moyen pour pouvoir s'en protéger. Et à son habitude, Lynch réussit à rendre le quotidien horrifique, ce cauchemar réveillé, jusqu'à l'amener dans ta chambre, lieu où tu es censé être le plus en sécurité, et ce qui serait un peu pareil dans le film Lost Highway. Ici, Laura y découvrira Bob caché derrière un meuble de sa chambre, scène encore une fois qui pourrait paraître grotesque dans son montage, le décor kitsch en apparence, mais qui, fusionné avec l'univers de Lynch, le son et l'ambiance, réussit à fonctionner et à nous effrayer. En fait, dès le départ, les règles sont établies, ce qui permet de faire fonctionner ta suspension d'incrédulité et ne pas sortir du film lors de moments fantasques. Autre thématique de Lynch que j'adore et que je retrouve dans ce film, c'est l'idée de dépeindre une bourgade parfaite, paisible, une sorte d'idéal du bonheur, mais qui derrière cette image idyllique, et dès qu'on gratte un peu, on va voir apparaître un monde malveillant, plein de secrets terribles et de violence. Blue Velvet, qui est l'exemple le plus parlant, il débutait ainsi par ces images saturées d'une bourgade idéale avec ses belles fleurs, ses maisons bien alignées, mais terminé par nous montrer en fait des insectes pullulants sous l'herbe avec cette fameuse oreille coupée. Et idem pour Mulholland Drive et le rêve hollywoodien laissant découvrir une réalité bien plus tragique. Et ici, c'est cette image de fille populaire de bonne famille dont je parlais, mais qui cache une fille dépressive, isolée, ne pouvant pas se confier. Est-ce que Laura serait, si on peut philosopher un peu, le symbole de l'Amérique? Voilà, ce côté très puritain en apparence, mais cachant énormément de secrets et de parts sombres. Pourquoi pas? Mais je vais m'arrêter là, car les films que j'adore, c'est ceux dont j'ai le moins envie de parler au final. Parce que j'ai l'impression à la fois de ne pas leur faire honneur, et de réussir à les recommander à leur juste valeur, mais aussi cette impression de perdre en magie à vouloir trop les décortiquer. Voilà, je veux garder cette part de mystère. Et c'est ce que Lynch attendait d'ailleurs de ses films, c'est de ne pas avoir une seule interprétation, mais une propre à chaque spectateur. Donc c'est une pépite, on valide. Mais je peux comprendre que certains puissent le trouver imparfait, malgré que de mon côté je ne puisse pas expliquer ce qui cloche réellement, à part cette première partie servant d'introduction au récit principal et pouvant aider à l'immersion des spectateurs ne connaissant pas l'univers, même si comme je disais, je conseille très fortement de voir la saison 1 et 2 avant de regarder le film. Je salue et franchement je me mets à genoux devant le jeu de Cheryl Lee, qui a fait plus que simplement incarner Laura Palmer, elle a été Laura. Elle donne littéralement son corps au personnage et ne se préserve à aucun moment. Et je n'ai pas en tête une actrice ou un acteur m'ayant autant marqué, et je tenais vraiment par terminer là-dessus. Voilà, elle a continué à l'incarner 25 ans plus tard, lors de la sortie de la saison 3 de
Twin Peaks et avoir tout le temps ou toujours autant d'impact. Et je voulais, pour se remettre de ses émotions, quoi qu'il s'agisse d'une séquence terrible, vous passer, voilà, au niveau de l'audio, l'introduction de la scène où Laura arrive dans le Bang Bang Bar afin de trouver des clients pour leur proposer ses services de prostituée. Voilà, avant la descente aux enfers et son entrée dans le bar, elle va croiser la femme à la bûche qui va lui apporter un peu de compassion et de réconfort. Puis Laura, effondrée, désespérée, va pleurer toutes les larmes de son corps, assise à une table, tandis que Julie Cruz interprète le titre en live Question in a World of Blue. Le calme avant la tempête, dira-t-on. Et Laura n'a jamais semblé aussi belle et aussi fragile, et ce moment marque comme un point de non-retour pour elle. Et voilà, je vous laisse écouter cet extrait musical pour ensuite aborder la deuxième partie, voilà, sur laquelle je vais vous présenter mes découvertes rapides. When this kind of fire starts, it is very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first, and the wind rises, and then all goodness is in jeopardy. En résonance et en lien avec le Twin Peaks et l'œuvre de Lynch en général, je voulais vous recommander plusieurs choses. Alors la première, c'est les vidéos YouTube de Pacom Thielman, si je prononce bien, qui a parlé beaucoup en fait des films de Lynch. Et notamment, je crois qu'il en a fait une dernière là sur Twin Peaks et que je vais prochainement regarder. Et voilà, j'attendais vraiment de parler là de Twin Peaks pour pas être, comme je l'avais dit sur de précédentes émissions,
être impacté au niveau des analyses ou des podcasts qui en parlent. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment envie d'écrire et de poser mes ressentis sur les œuvres que je découvre. Et ensuite, voilà, une fois que j'en ai parlé, que c'est enregistré, là, j'écoute des émissions qui en reparlent, etc., pour voir si, par rapport à ce que j'ai ressenti, peut-être d'autres personnes ont su mettre des mots plus justes, au contraire, mettre le doigt sur peut-être des éléments que moi, j'ai pas pu voir. Pas comme Tielman, il a une façon d'aborder les choses qui est super. Et la majorité de ses vidéos YouTube sont disponibles sur la chaîne Blast, que je vous recommande aussi, bon, qui est très ancré gauche. Bon, de mon côté, je cache pas que je rejoins la majorité de ses idées, donc ça me parle, hein, mais voilà, il y a aussi des émissions sur tout ce qui peut être la culture en général, cinématographique, littéraire, voilà, il parle du post-apo, etc. Enfin voilà, vous pouvez chercher plein de choses intéressantes, donc foncez-y. Ensuite, ça va être de vous parler de podcasts. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment important de le faire parce que c'est plus moi qui aurais besoin de publicité que eux, mais vous avez un épisode de Capture Mag, voilà, qui est revenu, qui reviennent actuellement sur la filmo de Lynch. Voilà, ils ont sorti 2 épisodes et je pense qu'ils vont sortir. Normalement, ça va être un épisode 3 final. Hein, je pense pas qu'ils auront jusqu'à 4 épisodes. Et vous aviez aussi le podcast du Saloon, voilà, sur lequel ils sont aussi revenus sur la filmo de Lynch. Et chacun de ces podcasts aborde avec un ton différent ces films-là, mais ils sont l'un et l'autre super intéressants, ils ont de super équipes, donc foncez-y. Une autre référence, c'est, je crois, la 7ème Obsession. Genre, je me souviens plus si c'est ce titre-là du magazine qui a fait un hors-série sur Lynch. Et voilà, que j'ai lu un peu pour travailler aussi un peu cet épisode de Twin Peaks et un peu un autre, dont, comme je vous disais, je vais vous parler tout à l'heure, un autre film de Lynch. Voilà, c'est un magazine qui est assez complet, c'est un hors-série, je pense qu'il est encore disponible sur leur site. Voilà, allez voir si vous pouvez le commander. Et il y a d'ailleurs Pacom qui a un article dessus. Et tout dernièrement, c'est de vous parler d'une musique. Alors, parce que le titre c'est Firewalk With Me, et en ce moment je suis en train de réécouter la discographie de Franz Ferdinand, voilà, que j'apprécie beaucoup. Ils ont une musique qui s'appelle This Fire, et ça m'a fait rire de penser à ça peu de temps avant d'enregistrer l'épisode. Donc voilà, This Fire de Franz Ferdinand, elle est très très bien. On peut désormais attaquer cette deuxième partie, et donc là on va parler avec un film d'actualité, encore que là ça commence à faire, hein, mais c'est Mission Impossible, pardon, The Final Reckoning, voilà, sorti en 2025, réalisé par Christopher McQuarrie. Voilà, c'est son 4e film de la saga dont il s'occupe, hein, depuis l'épisode 5, et c'est la suite directe de Death Reckoning, sorti en 2023. Le résumé, donc c'est une IA se trouvant, alors notamment son code source, voilà, dans un sous-marin russe, et elle réussit à devenir autonome et à faire échouer l'appareil dans les fonds marins afin d'être en sécurité. Et son travail, ça va consister en la désinformation et à prendre le contrôle de tous les systèmes de renseignement. Et donc pour Ethan, donc le personnage principal joué par Tom Cruise, l'objectif est de retrouver les 2 clés servant à accéder au code source de l'IA pour la détruire. Et le film va raconter la suite des événements qui se sont passés dans cette première partie. Mon avis, alors on sent dès le départ, hein, qu'il s'agit d'un épisode final. Voilà, l'intro fait une référence et synthèse des films précédents, qui dure bien un quart d'heure avant que le générique vraiment du film ne débute. Il essaye aussi de se raccorder avec d'autres films de la saga, que ce soit des intrigues, alors on pense notamment à La Patte de Lapin de l'épisode 3 ou de certains personnages. Pour ma part, je trouve que c'est raté, parce que l'intrigue de la première partie se suffisait à elle-même sans avoir à apporter d'autres éléments. Et voilà, je trouve que ça fait plus du fanservice qu'autre chose. D'ailleurs, la première partie, donc le film précédent, hein, jouait beaucoup sur l'IA qui, par exemple, donnait de fausses pistes, préparait plusieurs coups à l'avance, ce qui fait que par rapport à nos personnages et dans leur fonctionnement, ils avaient tout à revoir dans comment aborder une mission. Et ici, en fait, c'est très vite oublié, comme si elle était en repos, ce qui est vraiment dommage. Voilà, la première partie était de mémoire beaucoup mieux traitée. Et j'ai une impression aussi de voir davantage Tom Cruise que Ethan Hunt à l'écran. Voilà, tout est centré vraiment sur Tom Cruise. J'ai du mal à rappeler le lien entre Ethan Hunt et le reste de l'équipe, mais je trouve que la cohésion et justement cet esprit d'équipe, il est beaucoup moins impactant dans ce dernier film.
ce qui fait que des événements dramatiques m'ont beaucoup moins marqué. Ça laisse aussi traîner une possible histoire d'amour entre Ethan et un des personnages, mais à aucun moment je n'ai senti de lien particulier entre eux. Cependant, on a une séquence dans l'océan et dans un sous-marin qui fonctionne très bien. Elle m'a fait penser à cette séquence en apnée dans le 5e film qui tenait aussi énormément en haleine. Il y a une séquence de combat aussi au Groenland ou je ne sais où, qui est très bien montée et très bien rythmée. Pour ce qui est d'une des scènes finales avec l'avion, elle est sympa. Moi, je l'ai trouvée un peu longue, un peu étirée. Pour le reste, ça ne m'a pas transporté. Voilà. Après, c'est marrant parce que tu vois dans le film l'amour et je pense que c'est un choix de Tom Cruise, hein, et encore plus après Top Gun, mais son amour de l'armée, de la patrie, ça fait voilà beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça fait penser aux références de ces films des années 80. Bon, bref. Mais voilà, malheureusement, pour moi, ce serait un film qui sera vite oublié. Voilà, ça se termine par un adieu sur une place publique en plus, n'ayant aucun apport et intérêt. On ne s'ennuie cependant pas trop, parce que le film il est proche des 3 heures, hein, il me semble, mais le film il semble se reposer sur des acquis qui n'apportent aucune réelle fraîcheur et tombe dans les clichés de saga actuelle alors qu'elle réussissait mais, précédemment à se renouveler, à sortir son épingle du jeu, ce qui avait été le cas d'ailleurs avec James Bond et qui est retombé un peu dans les travers, un peu comme Mission Impossible après le film Skyfall. Dommage, voilà. Ça m'a donné quand même tout de même envie de revoir certains films de la saga, voilà, des films précédents. Mais à oublier de mon côté. Un autre film que je voulais aborder dans cette deuxième partie rapidement et que je n'avais pas prévu de faire parce que je l'ai vu tout récemment, c'est Mother de Bong Joon-ho, sorti alors dans nos salles en France en 2010. Mother, c'est son troisième, on va dire, grand film après Memories of Murder et The Host. Alors comment vous en parlez? Bon, Bong Joon-ho, bon, il est d'actualité avec Mickey 17, bien entendu. Je recommandais tout à l'heure le podcast du Saloon, et en fait, j'étais justement en train de l'écouter. Il revenait sur la filmographie, là aussi, de Bong Joon-ho. Donc, je vous invite aussi à l'écouter si vous connaissez pas le podcast Le Saloon. C'est un épisode très drôle, hein. Ils sont à fond, là, sur cette émission-là qui dure plus de 4 heures. C'est génial. Et ben forcément, à un moment donné, ils allaient aborder Mother que je n'avais pas vu. Et je me suis dit, non, je veux pas l'écouter. C'est un film qui est dans ma liste là aussi depuis un petit moment. Donc hop, je mets sur pause le podcast et ça me donnera l'occasion et ça me forcera un peu de lancer ce film. Mother, c'est un film qui se veut peut-être un peu moins impressionnant que l'ont été Memories of Murder, qui était vraiment un thriller. Voilà, avec quand même de l'action vraiment policier, The Host qui avait un côté fantastique avec ce monstre. Là c'est plus une histoire de famille. Alors il y a une histoire de meurtre bien entendu. Alors peut-être pour vous remettre dans le contexte, c'est une veuve qui va élever son fils jeune qui a quasi une trentaine d'années et qui est handicapé mental en fait, hein. Il a un retard, ce qui fait qu'il peut pas être autonome. Et sa mère essaie de joindre les deux bouts, donc elle a une sorte de petit commerce de plantes. Elle fait aussi du black, de l'acupuncture et tout ça. Et elle essaie en même temps mais, de gérer son fils et qu'il soit pas embarqué dans des petites galères avec un ami à lui qui est un peu dans l'action et tout ça et un peu là aussi dans les magouilles. Et un jour, bon voilà, il se passe une histoire, son fils se fait renverser par une voiture, donc il va essayer d'aller se venger parce que son pote lui dit non, on peut pas laisser faire ça. Donc voilà, ils vont chez les flics. Il y a une histoire là-dessus. On voit que le garçon, ben, vu qu'il n'arrive pas à se défendre aussi, ben, on profite assez facilement de lui. Et un soir, il décide d'aller boire un verre avec ce fameux pote qui le laisse en plan. Et en rentrant le soir, il va être sur la route d'une jeune étudiante qu'il va perdre de vue. Voilà, il est bourré, il fait pas gaffe, il continue son chemin. Et le lendemain, on découvre cette fille dans la ruelle où il avait croisé. Elle est en haut d'une maison, donc en vue de tout le quartier, avec, il semblerait, le crâne fracassé. Voilà, comme si on avait voulu la présenter à tout ce quartier-là. Et très rapidement, on fait le lien avec son fils donc, qui s'appelle Doon-jun. Voilà, qui serait le responsable parce que on l'a vu sur les lieux, il a des soucis de mémoire en plus de ça, donc il se souvient d'avoir croisé la fille, mais il sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Il était pas mal bourré. Puis les flics vont un peu le forcer à parler et tout ça, il va être mis en pression, il va finir par, pas avouer, mais en tout cas signer un papier
voilà, où il dit qu'il est d'accord avec l'accusation qui est portée contre lui. Il se retrouve en tôle, et sa mère va essayer par tous les moyens de trouver en fait une réponse et de savoir qui est l'auteur de ce meurtre-là et que son fils en fait est totalement innocent. Et outre ce parallèle d'enquête, c'est surtout en fait, comme son nom l'indique, Mother, c'est l'histoire d'une mère et de qu'est-ce qu'une mère est prête à faire pour son fils. Et le film est très beau là-dessus, je trouve. C'est un film qui est assez fort et vraiment réel dans le courage que peut avoir une mère voilà, pour protéger son fils. Le seul souci que j'ai eu avec ce film, c'est que bien que j'avais conscience que c'est super bien maîtrisé au niveau de la réal, que voilà, qu'au niveau des acteurs c'est très bien, au niveau du cadre, du montage, voilà, il y a une sorte de dynamique, c'est en continu, il n'y a pas de temps mort. On suit des personnages pour moi où je ressens pas de l'empathie. C'est-à-dire que son fils Do-jun, il n'a pas d'évolution de personnage. Il a cet handicap-là, il aura toute sa vie. Il n'a pas d'évolution possible, donc c'est compliqué pour moi de l'avoir de l'empathie pour lui parce que bien que que ce soit un personnage candide et que voilà, il est pas conscience de ce qu'il peut faire ou comment on peut profiter de lui. Voilà, il est en tôle la majorité du temps et j'ai du mal à m'y attacher. Et sa mère, il y a un lien très particulier, c'est-à-dire que son fils dort avec elle, on sous-entend qu'ils peuvent coucher ensemble, elle protège beaucoup, elle vérifie quand il pisse la couleur de son urine, et elle fait boire, prendre des médicaments, etc. Donc malgré que ce soit une mère qui soit proche, elle est trop, et il y a un côté dérangeant là-dessus. C'est pour ça que j'étais pas trop dans l'empathie avec la mère, et puis, mais ça c'est un choix du film, hein, c'est de montrer aussi une société coréenne qui à l'époque où se passe l'histoire, en fait, est très renfermée sur elle-même, c'est-à-dire qu'il y a pas d'entraide. La seule fois où elle se fait aider au niveau de l'enquête, elle doit payer l'ami de son fils voilà, pour qu'il aille agresser et questionner des jeunes, parce que la fille était étudiante, donc il y a un côté très sombre aussi, hein, voilà, ça touche à des mineurs, il y a des histoires de prostitution, de violences faites sur des ados. Voilà, c'est ce qui fait qu'en fait je suis passé à côté et c'est pas un film que je reverrai. Par contre, je peux le recommander si vous appréciez les films de Bong Joon-ho. C'est quand même un des films qui est le moins dans ce côté, on va dire, divertissant. Et donc qui peut les laisser un peu de côté. Mais comme je disais, il y a des images vraiment sublimes, hein. Je pense à une des dernières scènes où en fait la mère, elle n'a pas de nom à son personnage. C'est la mère, ce qui veut dire aussi, hein, dans ce que veut montrer Bong Joon-ho, c'est qu'il veut montrer la mère de façon générale aussi, hein. C'est un film, alors j'espère pas forcément au niveau de ce qui se déroule, mais une ode à la maman. Mais en tout cas, c'est un message général qui veut faire passer aussi, je pense. Et il y a une des scènes finales qui n'est pas un spoil. En fait, elle fait de l'acupuncture, donc un peu au black, pour joindre les deux bouts. Et elle précise à tous ses patients qu'il y a une sorte de point au niveau de la cuisse, où quand tu piques, tu as une sorte de relaxation immédiate, où tu déconnectes complètement. Et après tout ce qu'elle va vivre et subir, elle finit un moment dans un bus à se planter cette aiguille-là, et d'un coup, le brouhaha qu'il y a dans le bus s'éteint. On a un énorme silence. Il y a une caméra qui la filme, qui est en dehors du bus et qui la filme. Elle est à contre-jour avec un soleil couchant. Magnifique, voilà. Et c'est pour ça que je tiens à le souligner, c'est que moi je suis passé à côté du film parce que j'ai pas eu d'empathie et que j'ai pas eu une émotion pour ces personnages-là. Mais par contre, à côté, voilà, il y a une technique qui reste quand même intéressante à voir. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. Moi je suis passé à côté, mais voilà, je tenais en tout cas à parler un peu de Mother dans cette deuxième partie. Et on va pouvoir attaquer la troisième sur mes redécouvertes, donc d'œuvres que je connaissais déjà d'avant. Let's go! Hijo del sol de unos versos, si sus pepitas yo quiero para poderlas sembrar, para sembrar lo que quiero. Alors, dans cette troisième partie, j'ai 4 œuvres dont je souhaite vous parler.
Il y en a deux notamment sur lesquels je souhaite aller très vite. On va peut-être commencer par celle-ci pour les évacuer. Et ça me fait penser que parmi les 4 œuvres dont je dois vous parler, je vous ai dit que c'était essentiellement du cinéma. Non, 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 il y a un groupe de musique. Voilà, je vais parler musique aussi dans cet épisode, excusez-moi. La première œuvre dont je vais parler, c'est Lost Highway, là aussi réalisé par David Lynch, sorti en 1987. Voilà, qui est un thriller psychologique. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre la vie d'un couple, et notamment celle de Fred Madison, joué par Bill Pullman, qui est un saxophoniste dépressif, qui a une vie déjà pas simple et qui va recevoir en fait à son domicile de mystérieuses cassettes vidéo. Sur la première, Fred et sa femme, donc sa femme jouée par Patricia Arquette, ils vont voir que la caméra filme leur immeuble, leur maison. Et sur la deuxième, qu'ils reçoivent un peu plus tard, ils se voient en train de dormir chez eux dans leur chambre. Quelqu'un les a donc filmés pendant leur sommeil. Et voilà comment démarre le film Lost Highway. Pourquoi je l'ai choisi? Donc toujours cette volonté, voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec Twin Peaks, de découvrir et redécouvrir les œuvres de Lynch. Donc ici, j'avais déjà découvert cette œuvre il y a plusieurs années sans me souvenir d'éléments précis. D'où mon intérêt à l'acheter par rapport à ce ressorti Blu-ray et à le redécouvrir. Je suis un peu mitigé. En fait, ça va être un peu comme Mother, bien que Lost Highway, je le mets bien plus haut quand même. C'est un film que je pourrais revoir sans problème. Mais j'ai eu un peu de difficulté par rapport à un film comme Twin Peaks, et on peut faire beaucoup le parallèle avec Mulholland Drive, en fait, j'ai trouvé que les personnages principaux étaient froids. Il y a ce jeu de changement d'histoire en milieu de film qui est mieux géré pour moi dans Mulholland Drive, donc avec ce côté où on peut sembler avoir deux histoires totalement différentes mais qui ont un lien. Voilà, je peux pas trop entrer dans les détails, mais on va dire que voilà, il y a un jeu sur l'identité, le jeu sur les liens, vous verrez entre les deux histoires, est-ce qu'elles sont communes, est-ce qu'elles sont imaginées. Encore une fois, par rapport à Mulholland Drive, qui pour moi vraiment est un film que j'apprécie énormément, et quitte à choisir entre les deux, parce qu'il y a un effet miroir, je choisirais Mulholland Drive. Mais on peut faire un parallèle entre ces deux films, donc déjà dans l'idée d'imaginer un monde plus chaleureux, mais aussi de cette redescente aux enfers, voilà, quand on revient à la réalité qui est brutale. Cependant, je trouve que le côté enquête et tension, il fonctionne. Voilà, nous sommes avalés vraiment dans les ténèbres et effrayés par cette maison hantée. Encore une fois, mais je m'attendais peut-être à davantage l'apprécier, mais encore une fois, en fait, la peur vient du quotidien et directement de chez nous. Hein. Voilà, on a peur dès que nos personnages reviennent chez eux et non pas quand ils sont à l'extérieur, dans des soirées mondaines, même si certaines discussions sont assez flippantes dans ce film. Après, j'ai trouvé un vrai travail sur le son. Bon, on suit un saxophoniste, donc on va jouer sur le son des concerts, voilà, un côté puissant qui va être additionné au jeu de lumière. Mais en parallèle de ça, il y a un travail aussi sur les silences et aussi l'atmosphère oppressante dans des lieux clos qui matchent très très bien. Au niveau de la direction photo, je la trouve bien plus aboutie que ses films précédents. Il faut savoir que c'est Peter Deming sur la direction photo. Il sera présent aussi sur Mulholland Drive. C'est aussi quelqu'un qui était présent sur Evil Dead 2, sur Scream 4 que j'avais pas mal aimé, et sur La cabane dans les bois, voilà, pour citer peut-être quelques films récents et qui peuvent un peu plus vous parler. Il faut savoir aussi, peut-être pour l'anecdote, si vous la connaissez pas, que l'histoire, elle est parallèle à l'affaire O.J. Simpson. En fait, Lynch ainsi que son co-scénariste, il me semble. Je sais pas s'il y avait un co-scénariste, j'ai un doute. Voilà, disons qu'ils étaient intrigués par O.J. Simpson, dans ce mec qui à la fois pouvait avoir une image très respectable, et puis voilà, par rapport aux atrocités qu'il a pu commettre, voilà, cette double face, voilà, qui les intriguait énormément et qu'ils ont voulu travailler en fait dans Lost Highway, hein, tout simplement. Lost Highway, il sort 5 ans après Twin Peaks, et des retours plutôt mitigés qu'il y avait eu sur Twin Peaks, voilà, en plus qui avait été présenté, je crois, de mémoire au Festival de Cannes, et là il revenait un peu sur des retours, ou en tout cas des critiques qui ont bien plus apprécié, voilà, cette œuvre-là. Voilà, donc comme vous voyez, j'avais peu de choses à dire sur Lost Highway. Je vous le recommande, bien entendu. Est-ce que je parle de pépites? Non, sinon j'en aurais parlé peut-être plus en détail. Voilà, en tout cas, comme je disais, c'est des films sur lesquels je souhaite pas forcément trop détailler aussi, parce qu'il y a cette volonté de mystère aussi que j'aime bien. Mais c'est un univers dans lequel je rentre complètement aussi, mais c'est pas mon préféré. Un autre film, voilà, dont je veux parler très rapidement, c'est Elysium de Neil Blomkamp,
que vous connaissez pour District 9 qu'il avait réalisé quelques années avant, et il réalisera ensuite Chappie. C'est un peu les 3 films, un peu une sorte de trilogie qu'il avait faite, voilà, et qui ont fait sa réputation. Neil Blomkamp, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup et que j'avais beaucoup suivi à une époque. C'est un mec qui a fait aussi pas mal de courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. Voilà, avec ce côté vraiment effets spéciaux qui fonctionne très bien, et ce côté un peu post-apo, avec à la fois un côté très mécanique, voilà, d'humain modifié avec ce côté méca, mais aussi une part de fantastique, un peu horreur. Enfin, je trouve qu'il a une gestion que ça qui est très très bonne. Cependant, Elysium, je ne vais pas beaucoup en parler parce que c'est un film qui m'a surpris dans son rythme. Je trouve l'introduction géniale. Alors, elle va très vite dans la synthèse. Hein, ça pourrait être des cinématiques un peu, je trouve, de jeux vidéo, mais qui introduit super bien l'univers. Alors peut-être pour vous expliquer Elysium, on est en 2054, et vous allez avoir en fait, de façon générale, la planète Terre, qui sont les pauvres. Donc là, encore une fois, on a une zone qui est présentée, qui peut faire sembler un peu comme l'était District 9 à l'Afrique du Sud, un peu bidonville ou un peu Mexique, mais enfin toute la Terre est comme ça, et donc où les gens sont pauvres, et tu as une sorte de... c'est pas une planète, mais en tout cas une station spatiale qui s'appelle Elysium, où les riches se retrouvent, et voilà, ils ont accès à la technologie, à tout ce qui est opération automatique qui leur permet de pas vieillir, ou en tout cas très peu, d'être opérés sur des maladies, etc. Et voilà, en fait, on va suivre un personnage qui est joué par Matt Damon, qui essaie de joindre les deux bouts et de s'en sortir en réalisant des petits boulots, mais et c'est un peu marrant parce qu'il travaille dans une usine qui crée les machines qui servent de robots flics, qui justement lui apportent les galères au quotidien. Et à un moment donné, il va avoir un accident du travail, et il va tomber sur l'effet de radiation qui vont le condamner à mort. Et sa seule possibilité d'être soigné, c'est aller sur Elysium et profiter des machines qu'il y a là-bas. Et en parallèle de ça, voilà, il va retrouver une amie d'enfance qu'on découvre dans l'introduction du film, et qui a une fille qui est malade aussi, donc à la fois il va essayer de se sauver lui et cette fille-là. Et c'est comment, voilà, il va essayer par un groupe et avec une histoire, avec des mafieux et tout ça, d'essayer d'avoir du matériel, voilà, une sorte de squelette mécanique pour se sauver un peu, ou en tout cas avoir un peu plus de temps devant lui pour mettre en place un plan en fait, et aller sur Elysium. Donc le contexte, il est très bien. Ce côté post-apo, il est très bien. L'effet de surpopulation du début dans les images qui sont montrées dans l'introduction, je trouve génial. Je trouve que visuellement, pour un film de 2013, il me semble qu'il y avait encore des effets qui pouvaient être moyens, mais Neil Blomkamp, c'est vraiment quelque chose qui le travaille super bien. Voilà, je suis rentré direct dans cette ambiance. Voilà, la manière de poser le décor, le contexte, tout ça, c'était très bon. Puis il y avait ce côté de gens, alors voilà, on peut penser au parallèle, mais les gens qui partent sur l'océan avec des canoës pour rejoindre un pays dans le monde, pour être soignés, pour essayer de trouver un travail, d'échapper à la guerre et tout ça. Et là, c'est un peu pareil, c'est des gens qui essaient de... En fait, pour aller sur Elysium, t'es obligé d'avoir une sorte de passe quand ton vaisseau arrive, et si t'as pas de passe, on essaie de détruire ton vaisseau. Sauf que vu qu'il y a une politique un peu qui interdit de tuer les gens, mais voilà, que tu puisses les réceptionner pour les renvoyer sur Terre, et bien là, il y a un personnage qui est joué par Jodie Foster, qui est un peu une sorte de ministre de la sécurité, qui embauche des mecs, des anciens de l'armée, pour au black détruire ces vaisseaux-là, et qu'il n'y ait pas de traces en fait, et qu'elle soit mentionnée commanditaire, quoi. Donc tout ce contexte-là et ce parallèle avec notre société, il est très bon. Par contre, je trouve qu'au niveau des combats, des scènes, c'est pas forcément très lisible. Voilà, c'est plus les décors qui fonctionnent. Moi, je trouve que un des soucis, c'est que voilà, l'introduction met d'emblée dans le contexte. Voilà, t'es direct dedans, ça fonctionne très bien. Par contre, en fait, tu te rends compte très vite que c'est tout le film qui est comme ça. C'est qu'il se pose à aucun moment. Et les dialogues que vont avoir les personnages, ça va être quelque chose de très classique, ce qui fait que t'as pas le temps de t'intéresser à eux, et ça peut paraître un peu fouillis. Et je pense que c'est pour ça qu'Elysium, par rapport à
à la qualité qu'il a et de ce qu'il pouvait travailler, il y a quand même un gâchis qu'on découvre dans ce second film, alors que sur le précédent, District 9, il prenait le temps justement, et je crois que le film durait peut-être un peu moins longtemps, mais il prenait le temps d'installer quelque chose, d'installer un contexte, et tu avais de temps en temps voilà, certaines scènes d'action et effets spéciaux qui permettaient voilà, de monter en puissance, alors que là c'est l'inverse, je trouve. Mais après, il y a peut-être une volonté aussi, et c'est un choix du réalisateur, de choisir ce rythme rapide pour montrer que, un peu comme le personnage qui est joué par Matt Damon, son personnage, il n'a pas le temps, il va mourir. Il faut que sa mission réussisse, c'est un peu comme le film, mais dans ce cas-là, niveau timing, on trace, et on va jusqu'au bout de la mission. Voilà, en tout cas, mitigé, mais mitigé comme je l'avais été lors de mon premier visionnage. Voilà, mais je pourrais le revoir sans pour autant avoir des attentes voilà, ou me dire que c'est un de mes films chouchous. Hein. Voilà, je sais pas comment en parler, mais il se laisse regarder. Je pense que par rapport à ce que je voulais dire, c'est que peut-être au vu de films d'action de maintenant, ça peut être un film qui reste quand même au-dessus, qui pourrait être un parallèle. En fait, je déteste Marvel maintenant et je peux pas me les blairer, donc à chaque fois je dis ça. Mais peut-être par rapport à regarder un blockbuster style Marvel et ressentir une sorte de copier-coller, voir Elysium. Voilà, même si ça reste très classique dans son histoire, mais au moins c'est un scénario original. Voilà. Bon voilà, maintenant les deux autres œuvres dont je voulais parler, de façon un peu plus détaillée, on va commencer par de la musique. Alors je vais vous parler de Arctic Monkeys, qui est un groupe voilà, qui s'est fait découvrir au début des années 2000, pour vous replacer le contexte. C'est un groupe britannique plutôt rock. Mais avant de vous détailler peut-être l'histoire du groupe et vous dire ce qu'il en est, voilà, notre génération actuelle a la chance d'avoir un accès quasi immédiat à la musique. Moi, ce que j'ai connu, et même précédemment, et ils peuvent en témoigner, donc plutôt la génération des années 90, on a pu connaître tout ce qui était enregistrement de musique par des cassettes ou des CD gravés, voilà, qu'on pouvait se partager. Et ensuite, ça a été le début des téléchargements. Ça restait donc au tout départ le téléchargement un accès limité, ce qui fait que plus tard les plateformes de musique, et pour moi le ressenti que j'en ai, c'est que c'est devenu un vrai paradis pour découvrir en fait toute la discographie d'un artiste, voilà, juste en quelques recherches, en quelques secondes. Et donc de temps en temps, entre deux écoutes de podcast, je déconnecte et j'écoute plein de genres différents, voilà, de différentes années. Et en ce moment, j'ai redécouvert Arctic Monkeys. J'ai eu la chance de connaître ce groupe à leur début, parce que j'avais un pote qui aimait beaucoup la musique. Il avait, je m'en souviens, les iPods, hein, c'était des iPods à l'époque, et voilà, durant les trajets alors je crois que c'était même au collège au début, années 2000. Ouais, collège et ensuite lycée. Voilà, il m'avait fait découvrir plein d'artistes différents. Je me souviens, il y avait les tout débuts de Calvin Harris qui faisait vraiment de l'électro à l'époque. Voilà, donc Arctic Monkeys, Franz Ferdinand. Peut-être pour vous donner des groupes un peu dans cette vibes-là de l'époque, Franz Ferdinand, oui, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait alors mes côtés américains The Killers. Après, tu avais The Cooks, Block Party, The Strokes, The White Stripes. Donc il y avait toute cette génération vraiment qui a émergé. Arctic Monkeys, c'est un groupe rock puissant avec une énergie brute et qui a su au fur et à mesure de ses albums se renouveler et que je continue d'apprécier en fait à la réécoute. Comme je disais au tout départ, c'est donc un groupe de rock britannique qui est apparu dans les années 2000. Donc ils sont composés de 4 potes, donc Alex Turner plus dans le chant, voilà, et la guitare, bon, c'est le leader du groupe. On a Jamie Cook à la guitare, Nick O'Malley à la basse, et depuis 2006, lui il est arrivé un peu plus tard, et Matt Elders à la batterie. Et au tout début, il y a eu Andy Nicholson aussi, qui était plutôt à la guitare basse et au niveau des chœurs, et qui a quitté le groupe après la sortie du premier album. Comment ils se sont rencontrés? En fait, c'était des potes. Ils ont décidé de créer ce groupe sans jamais avoir joué. Et en fait, ils ont appris chacun leur instrument et ensuite ils se sont mis à répéter, voilà, à apprendre ensemble. Et au bout d'un an, ils ont commencé à jouer devant un public. Donc c'est vraiment génial, enfin c'est exceptionnel. Et rapidement, ils se sont fait connaître. Ils offraient en fait leur maquette, donc de 18 titres, à la sortie de leur concert sans rien demander en retour. Parce que pour eux, ils trouvaient que vu qu'ils étaient un groupe émergent, ils ne voyaient pas pourquoi ils avaient à vendre leur musique.
Et il faut savoir qu'en parallèle, en fait, sur cette période, c'était l'émergence sur Internet de MySpace, donc un réseau social qui permettait notamment de partager ses passions, mais aussi des fichiers, voilà, des musiques. Et des fans, en fait, ont téléchargé les maquettes que le groupe offrait à la sortie de leur concert. Ils partageaient les sons, ce qui va les faire connaître de cette façon-là. Et ils ont eu des débuts, en plus de ça, très prometteurs, c'est-à-dire que leur premier album a été l'album et le premier album le plus rapidement vendu au Royaume-Uni, donc 360 000 exemplaires en première semaine. Un an plus tard, ils remplissent avec un second album encore plus puissant, plus affirmé, je trouve, qui est, je pense, un de mes préférés d'ailleurs, alors qu'ils auraient pu tomber dans un piège habituel du succès, voilà, sachant qu'ils avaient en plus la vingtaine à ce moment-là. Et voilà, et par rapport aux résultats qu'ils ont eus, ça a été vraiment dans les groupes britanniques, et dans l'histoire des groupes britanniques, un groupe qui a eu vraiment des résultats qui a, voilà, comme je disais, premier album le plus rapidement vendu au Royaume-Uni. Donc ils ont laissé leur marque. Mais ça, comme je le dis, c'est tout d'abord au Royaume-Uni, voilà, on n'est pas encore dans le côté international. En ce qui concerne leurs albums, je déteste ça parce que je trouve que mon accent anglais est nul, mais le premier sorti en 2006, donc c'est Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, qui a un côté très rock, voilà, un côté fun, libéré, un peu été, je trouve, qui est assez abordable. Ensuite, sorti un an plus tard, donc 2007 comme je le disais, c'est Favorite Worst Nightmare. Pour faire simple, sur tout l'album, il y a une seule musique que j'ai pas gardée dans ma playlist. Alors j'ai une playlist, voilà, de tous les morceaux que j'aime, donc il y a de tout, c'est très éclectique. Et je me suis rendu compte, en réécoutant l'album, que voilà, j'ai quasi tout enregistré dans les favoris, à part un seul titre. C'est un album qui est plus brutal, son titre veut le dire un peu, Favorite Worst Nightmare, voilà, tes pires cauchemars préférés un peu, mais je trouve que c'est le plus abouti. En tout cas, on sent qu'ils ont un peu plus d'ancienneté en tout cas et de connaissances dans leur métier. En 2009, ils sortent Humbug, qui est bien. Moi, j'ai pas plus d'éléments à donner. En 2011 c'est Suck It and See, dont je suis moins fan. Voilà, il y a moins de titres que j'ai appréciés. Par contre, en 2013, il y a l'album AM qui sort, qui est une sorte de renouveau pour le groupe, et c'est l'album qui va les faire percer aux États-Unis. Et ensuite, on va avoir Tranquility Base Hotel and Casino en 2018, qui est un style sympa, qui est beaucoup plus posé qu'avant, et ce sera pareil pour The Car en 2022. Voilà, qui est sympa aussi, et encore une fois un peu plus posé qu'il était vraiment au début. Pour leur second album, il atteint la première place des charts britanniques au bout de quelques jours. Le groupe, il a choisi un label au départ qui n'était pas trop connu, qui était Domino Records, et qui sera d'ailleurs aussi le label du groupe, par exemple, de Franz Ferdinand. Je fais beaucoup de parallèles avec eux, voilà, c'est vraiment, alors ils ont des styles différents, mais ils se rejoignent dans ce côté rock, et c'était vraiment un peu les groupes d'envergure, en tout cas que moi j'apprécie énormément sur cette génération-là. Et comme je le disais, en fait, l'album AM de 2013, il a marqué un tournant parce qu'ils avaient beaucoup de mal à percer aux États-Unis. C'était pas forcément une musique qui était appréciée là-bas, ou en tout cas de la publicité qui s'en faisait. Et ce sera en 2012, en fait, où ils vont faire la première partie de la tournée des Black Keys, que vous devez d'ailleurs connaître. Alors, Rémi, il adore cette musique de Lonely Boy. Voilà, si vous avez la possibilité de l'écouter, allez-y. Et voilà, en fait, durant cette tournée, ils vont aussi réaliser leur clip de Are You Mine et Do I Wanna Know, qui vont être vraiment des titres emblématiques, mais bien d'autres aussi de cet album-là. Et voilà, s'il y avait 3 albums à choisir, franchement, voilà, entre Favorite Worst Nightmare, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not et AM, voilà, choisissez-les. Bon, c'est dommage, j'aurais voulu que Rémi soit là pour lui poser des questions, parce que je sais que c'est un groupe qu'il connaît aussi. Voilà, je lui aurais bien demandé en fait comment il a découvert, depuis quand il connaissait aussi, et en parallèle, et peut-être s'il nous écoute comme ça, il pourra m'en parler. Mais Rémi, voilà, si en parallèle, toi, des découvertes que tu fais sur le cinéma, comment tu fais tes découvertes musicales? Voilà, ça c'était quelque chose qui m'aurait intéressé de savoir. Dernier élément peut-être que je peux vous conseiller, je suis tombé sur un podcast qui s'appelle Goûte mes disques. Il y a l'épisode 15 voilà, qui s'appelle Ambre Chalumeau et Arctic Monkeys. Ambre Chalumeau, c'est une journaliste qui a eu... Alors je sais plus si c'est le cas actuellement parce que je regarde plus du tout. Mais sur l'émission le nouveau petit journal de Yann Barthès, le quotidien, sur Quotidien de Yann Barthès,
qui avait une petite émission sur laquelle elle revenait sur de la littérature, des œuvres musicales, cinématographiques aussi. Elle est super intéressante, elle donne super envie de s'intéresser au sujet qu'elle aborde. Et c'est exactement la même chose dans cet épisode-là, où en fait c'est deux mecs qui sont connaisseurs de musique, voilà, qui invitent alors je sais pas si c'est des personnalités, mais en tout cas c'est le cas ici pour Ambre Chalumeau, et je trouvais l'épisode très intéressant, il dure 1 heure à peu près, et voilà, si vous voulez avoir un peu plus des détails sur Arctic Monkeys, allez-y, foncez. Et la dernière œuvre dont je vais vous parler sur cette 3e partie des redécouvertes, c'est Tenet. Tenet de Christopher Nolan, sorti en 2020, qui était sorti en fait à la sortie du confinement. Donc pour rappel, c'est un film à science-fiction, action, un peu thriller et espionnage. Hein. Donc de quoi ça parle? Donc Tenet s'ouvre sur une attaque terroriste à l'Opéra de Kiev qui amène le protagoniste anonyme joué par John David Washington, membre de la CIA, à se sacrifier sans hésiter en avalant une prétendue capsule de cyanure afin de protéger l'identité de ses camarades. Son courage est salué par une société secrète du nom de Tenet qui lui propose, à l'issue de ce test déguisé, vu que voilà, c'était une fausse capsule, et bien de devenir membre armé afin de lutter contre un ennemi invisible qui cherche à faire advenir une 3e guerre mondiale, non pas nucléaire, mais temporelle. S'ensuit une course-poursuite qui défie le temps, dans laquelle le protagoniste se mesure à Andrei Sator, joué par Kenneth Branagh, oligarque russe qui cherche à détruire le monde. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de Tenet et de le revoir? Alors j'ai des doutes. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un podcast, alors ils ont aussi une émission YouTube qui s'appelle Calmos, voilà, sur lequel ils revenaient sur Memento. Une de leurs nouvelles émissions à Calmos, c'est d'inviter là aussi une personne plus ou moins connue dans l'univers du cinéma, il me semble, et de leur présenter un film, c'est-à-dire de leur narrer le film de A à Z, et un film qu'ils n'ont jamais vu. Et donc là, ils présentaient le film Memento à je ne sais plus qui. Et voilà, je ne sais pas si c'est dû à ça, ou c'est que Tenet, en fait, était là aussi dans ma bibliothèque de films. Et c'est un film, en fait, la première fois qui m'avait laissé sur un entre-deux. Je me souviens avoir apprécié certains effets visuels et le côté action, espionnage, grand spectacle, mais avoir eu des réserves, notamment sur la clarté du film. Et je sais que les films de Nolan, il y a quand même un côté divertissement que j'apprécie, voilà, quand même un élément cinéma, voilà, salle de cinéma, un côté grand spectacle, voilà, que j'apprécie, et c'est pour ça que je tenais quand même à revoir Tenet. Alors pour vous donner mon avis, tout d'abord un des points plus, donc l'introduction qui nous balance en fait de suite dans l'action, donc ça c'est une des signatures de Nolan, on se souvient dans The Dark Knight notamment, avec le braquage de banque et les différents braqueurs avec des masques de Joker, dont on ne sait pas qui est le Joker réellement ou qui a l'initiative de ce braquage, et qui rappelait d'ailleurs le film Hit. Hein, je trouve dans un parallèle là-dessus, bon ça, je ne vais pas détailler. Mais voilà, là en tout cas, cette attaque terroriste à Kiev qui introduit le film et qui nous met directement dans l'action. Voilà, on comprend pas hein, l'enjeu de cette attaque, il y a des gens infiltrés, les personnages sont masqués. Voilà, on est un peu perdu, mais l'immersion est immédiate. Il y a un côté aussi très surprenant, enfin une idée que je trouve super intéressante, c'est que dans cet opéra, on enferme et on endort le public présent avec un gaz, tandis que les terroristes et les forces de l'ordre se tirent dessus. Ce qui fait que le public est statique, il ne bouge pas, mais ils peuvent prendre des balles perdues. Alors bon, Nolan, il a beaucoup de mal avec la violence et tout ça, donc on voit pas des gens mourir ou saigner, prendre des balles. Mais je trouve l'idée de se dire que peut-être hors champ, il y a des gens qui sont morts comme ça sans s'en être rendu compte de façon très posée à un concert. Je trouve l'idée étonnante et super. Et ça crée aussi un contraste entre l'action pure, l'affrontement, et des gens endormis statiques qui ne réagissent pas. Alors les détracteurs de Nolan diraient que c'est une métaphore du public devant ses films. Ça, je vais détailler mon ressenti là-dessus. Ensuite, bon, ce que j'ai apprécié dans cette introduction, c'est l'interrogatoire musclé du protagoniste qui en garde des séquelles, hein, alors qu'il ne s'agissait que d'un test. Voilà, ça, c'était quand même un peu brutal. Sur le reste de l'action du film, bon, il y a des scènes d'action, des courses-poursuites spectaculaires en jouant sur ce temps inversé qui apporte de la nouveauté. Je trouve cependant un manque de, comme je disais, de brutalité, mais dans l'impact des coups, mais qui est, voilà, comme je disais, quelque chose qu'on conteste peut-être aussi, mais qu'on constate dans l'ensemble de sa filmographie. Voilà, on ressent pas la douleur, je trouve, alors que les personnages sont pas épargnés. Hein.
Je pense au personnage de Catherine se faisant à plusieurs reprises agresser par son mari, mais pourtant, c'est pas assez fort. Cependant, les images, bon, mais bien entendu, sont belles et soignées. Désormais, parmi mes proches, j'ai quelqu'un qui vit sur Amalfi en Italie. Voilà, c'est la scène où le protagoniste arrive en bateau, voilà, sur ce côté un peu montagneux, mer, etc. Enfin, voilà, les cadres sont superbes. Une des réserves que j'ai aussi, c'est sur l'approche scientifique. Alors, je m'explique, c'est que Nolan réalise toujours une approche scientifique et réaliste pour ses films. Malgré que pour ses recherches, il se soit aidé et renseigné auprès du physicien Kip Thorne, déjà présent d'ailleurs pour l'aider sur Interstellar, le fait qu'il décide d'expliquer le plus en détail possible son procédé de voyage à contre-temps pour que le spectateur puisse suivre, ça rend le film ennuyant. On est noyé par les explications et les informations alors qu'il souhaite passer le message inverse. Et il a écrit lui-même et fait dire par ses personnages, parce que Nolan est scénariste pour ce film, il dit « N'essayez pas de comprendre, ressentez ». Mais alors qu'est-ce que tu fous, Christopher ? Ça l'effet inverse, car l'image est censée faire justement en grande partie ça, ce travail-là de nous expliquer, qu'on puisse comprendre. Mais là non, il est obligé, par ses personnages, de réexpliquer ce qu'on vient de voir, en quoi ça consiste, etc. Donc ouais, trop de détails, trop de détails. De plus, il faut ajouter cette approche scientifique à son jeu sur le temps, et encore plus pour Tenet, thématique qui lui est chère. Ici, le temps est manipulé, détruit, mais pas par le montage, par le scénario. Comme pour Interstellar par exemple, des manipulations du temps se font, mais à cause du voyage spatial, ce qui apporte une cohérence. Alors que dans un autre de ses films, comme Memento, c'est le montage qui joue sur le temps en modifiant la chronologie des événements. Voilà, la narration n'est pas linéaire, pour nous aider à nous mettre dans la peau du personnage principal amnésique. Dans l'un ou l'autre cas, ce jeu sur le temps a pour but de nous déséquilibrer. Elle est intéressante et cohérente dans sa réflexion, mais elle n'aide pas une immersion complète dans le film, ce qui donne souvent le résultat de devoir le revoir une seconde fois pour correctement l'apprécier. C'est donc un film difficile à appréhender car technique dans son sujet scientifique et pas normal pour nous être vivants puisqu'on perd notre perception classique du temps. Cependant, il ne faut pas penser que c'est l'histoire qui est technique. Celle-ci est même plutôt classique puisqu'on a une sorte de film d'espionnage à la James Bond avec un danger à l'échelle mondiale qu'un agent va finalement essayer de résoudre. Cependant, cela va pour moi à contre-courant avec son approche technique. Il avait réussi à trouver un très bon équilibre sur Inception, car dans ce film, le fait d'entrer dans des rêves permettait d'aller davantage dans la science-fiction, puisque le non-sens était logique. Voilà, les rêves ont toujours une part d'absurdité et parlent à tout le monde, puisqu'on le vit tous et toutes chaque nuit. Et il y avait aussi les personnages qui étaient plus développés. Voilà, ils avaient un background, ce qui nous les rendait plus attachants. On a affaire à des mercenaires, mais le protagoniste, DiCaprio, réalise cela afin de pouvoir retourner dans son pays et retrouver ses enfants. Il a perdu sa femme et en ayant voulu trop jouer avec ce concept, il remet en question la réalité. Et voilà, il y a tout ce traitement du deuil qui nous fait avoir de l'empathie pour lui. Et sur Tenet, le film ne se pose pas réellement pour travailler ça. On a une action continue, que ce soit les dialogues expliquant l'intrigue, les scènes de combat, etc. Mais on a peu de développement réel de personnages. Ce qui se ressent, d'ailleurs, le protagoniste n'a pas de prénom, un peu comme Mother de Bong Joon-ho. Alors voilà, est-ce que la question c'est pour ne pas spoiler justement son futur / passé, ou simplement en fait indiquer que cela n'a pas d'intérêt, mais dans ce cas-là, je trouve ça un peu con pour l'immersion. Voilà, c'est toujours compliqué d'avoir de l'empathie pour ces personnages lorsqu'il y a une froideur dans leur écriture, et ça semble pas le point fort de Nolan. Et encore moins aussi le traitement de ces personnages féminins. Par exemple, je trouve, pour revenir sur notre personnage, sur celui de l'antagoniste, je trouve qu'il n'est pas assez traité et qu'il manque de puissance dans ses excès de rage. Le seul pour qui on éprouve au final de l'empathie, c'est pour moi Robert Pattinson. Voilà, on sent qu'il a connaissance de plein d'éléments qui nous sont inconnus, qu'il semble détendu malgré le fait qu'il ait l'air de déjà connaître son destin, et ça, je trouve le personnage pas mal, ouais. Mais pour un film de cette envergure et qui est un mix de ses précédentes œuvres, on a plus l'impression d'avoir affaire à un essai. On a quelque chose de plus brouillon. Alors je suis critique, mais j'apprécie de le revoir, c'est juste que je suis persuadé qu'avec quelqu'un à ses côtés et son frère, voilà, dans la réécriture, comme il faisait sur ses précédents films, et l'amélioration de son script, on aurait quelque chose de plus abouti et qui atteindrait les sommets. Allez, espérons. Par contre, j'apprécie le fait de laisser le film, comme à l'habitude chez Nolan, ouvert. Ouais, de laisser la place à l'interprétation et à la réflexion. En fait, on est emballé et intrigué de savoir ce qu'il en sera, de comment le protagoniste va gérer tout ça et monter l'organisation, que deviendra le monde.
Et ça, c'est ce qu'il arrive à faire aussi dans ses épisodes finaux. Alors là, je pensais à Dark Knight Rises, avec un peu cette fin un peu continue. On voit que Bruce Wayne a refait sa vie, on voit Robin qui va prendre le relais, etc. Enfin, je trouvais la gestion plutôt pas mal là-dessus. Voilà, après, juste au niveau de certains éléments pour terminer, donc encore une fois, c'est un film qui est sorti durant la période Covid, qui a été retardé plusieurs fois, et qui a vraiment aussi été présenté comme une sorte de film qui allait relancer le marché du cinéma, un peu comme on a vu un peu plus tard avec un autre de ses films, avec Oppenheimer et Barbie. Bon, je trouve que c'est donné trop de teasing et trop d'attentes qu'il n'en a déjà, parce qu'il a une carrière Nolan qui fait, et ce sera le cas aussi pour son prochain film, où voilà, moi j'ai ses freins, on va dire, au niveau de son traitement de ses personnages, du peu d'empathie que j'ai pour eux, de ses traitements de personnages féminins, qui fait que je m'inquiète un peu de la suite. Alors là, bon, il va reprendre l'Odyssée, donc ça va être quand même déjà un texte qui est connu. Voilà, c'est un retravail qui fait dessus. J'ai pas trop regardé quelle était l'équipe technique et de qui il allait vouloir céder, mais en tout cas, j'attendrai de le voir au cinéma, mais j'aurai moins d'attentes. Après, je dis ça, peut-être les premières bandes annonces vont sortir, je vais être comme un fou, mais je suis beaucoup moins qu'au début. Tenet, c'était un projet qu'il avait mûri depuis 20 ans. Hein. C'est un gars qui travaille énormément ça dans l'analyse, dans ses recherches scientifiques. Voilà, c'est pas une idée qui lui passe par-dessus la tête. Hein. Là, donc c'était 20 ans de réflexion. Ce qui est marrant aussi, c'est que par rapport à Oppenheimer, il en fait justement référence dans le film lors d'une discussion. Donc voilà, là c'était un peu le petit clin d'œil que je souhaitais faire pour terminer. Et on va s'arrêter là. Parce que j'avais 3 autres œuvres, mais sur lesquelles je voudrais vraiment revenir avec Rémi. Et je vous les tease, hein, c'est un roman, donc La Horde du Contrevent, que j'ai terminé il y a quelques temps maintenant. J'espère vraiment qu'au niveau du travail, quand je vais retravailler le texte et tout ça, je vais l'encore avoir en mémoire parce que ça m'a marqué et je sais que Rémi, ça l'avait marqué aussi. J'ai vraiment envie qu'on puisse échanger en détail là-dessus ensemble. J'ai revu Starship Trooper. Il me semble que Rémi aussi, c'est un film qui lui tient à cœur et là aussi, voilà, j'ai pas énormément d'éléments à détailler, mais je pense qu'on pourra aborder plein de choses différentes ensemble et voilà, créer une analyse plus complète. Et ensuite, ce sera de vous représenter la prélogie Star Wars, donc les épisodes 1, 2 et 3, que j'ai redécouvert récemment. Alors, je me serais arrêté au 1, je vous aurais dit non, pas la peine, je suis un peu mitigé. Mais force est de constater que l'épisode 2 et 3 ne m'ont pas laissé de marbre par rapport au visionnage que j'en avais fait lors de la première fois enfant, et je crois pas les avoir revus depuis. Hein. Ce sera tout. Écoutez, c'est une émission qui sera plus courte que d'habitude. Hein. Là, je regarde au niveau de l'enregistrement. Je suis à peu près à 1h30. On va voir ce que ça va donner en coupant un peu. On va se quitter avec une musique. Alors bon, on a déjà pu avoir un petit interlude avec la musique de Twin Peaks. Là, je vais vous proposer plutôt le titre Balaclava du 2e album d'Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare. Je sais pas si c'est ma musique coup de cœur, je regardais au niveau de tous leurs titres, c'est énormément compliqué de faire un choix. Je pense que d'un jour sur l'autre, ça a vocation à changer. Écoutez, en tout cas, là, il s'agit de Balaclava et je vous recommande très 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 fortement les 2 premiers et leur album AM. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite d'écouter encore une fois une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction d'à quel moment vous écoutez l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas. C'est pas évident de l'animer en solo, voilà, de faire différemment par rapport à mes premiers épisodes d'LSDMV. En tout cas, c'est voilà, le partage de découvertes, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Qui n'est pas évident pour moi parce que j'essaye d'être synthétique, j'essaie d'être intéressant aussi. J'ai beaucoup de mal à faire ça en public, à en parler, et je trouve que le podcast est une merveilleuse possibilité de m'améliorer et de prendre confiance là-dessus. Donc merci à vous, n'hésitez pas à faire des retours. Voilà, encore une fois, je suis pas sur les réseaux, mais sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux de Rémi, vous pouvez en tout cas le faire. Et si à un moment donné, on a du public de plus en plus et que vous souhaitez avoir une chaîne, peut-être un groupe Insta ou comme ça, allez-y, faites vos retours et je m'occuperai de faire des efforts là-dessus. Allez, à très bientôt, ciao.
Running out for the next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned. When you find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway 'cause we'll have a bit of trouble. From a burning building or throwing her to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as the start. The confidence is the balaclava, I'm sure you baffle them straight. And it's wrong, 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 she can hardly wait. That's right, he won't let her out his sight. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right, he won't let her out his sight. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Kiss, quiet and unassuming, but you heard that they were the naughtiest. She pleaded with you to take it off, but you resisted. I'm for. I'm sorry, sweetheart, I'd much rather keep on the balaclava.